vais vous parler d'Ashkal, l'enquête de Tunis réalisée par Youssef Chahbi. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Fatma Oussaifi, Mohamed Houssine Graya et Rami Harabi. Dans un quartier luxueux de Tunis dont la construction a été stoppée au début de la Révolution, un corps calciné est retrouvé parmi les ruines. Fatma et Balal, deux policiers, vont devoir mener une enquête qui s'avère de plus en plus mystérieuse au fur et à mesure de son déroulement, entre corruption, mysticisme et revendications politiques. Au moment où je vous parle, ça fait déjà un petit moment que j'ai vu Ashkal, l'enquête de Tunis, et pourtant ce film n'arrive pas à me sortir de la tête. C'est un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année. C'est un film avec une ambiance visuelle absolument incroyable. Les plans sont d'une beauté à couper le souffle. Ashkal est un film qui est très inspiré par l'esthétique brutaliste, c'est-à-dire c'est une esthétique qu'on retrouvait beaucoup en URSS, qui est très axée sur les bâtiments, le béton, les choses symétriques, droites. Le film joue beaucoup sur des effets de miroir, des effets de symétrie, des effets de contraste et surtout sur des lignes qui sont constamment présentes à l'écran. D'ailleurs, il n'y a jamais de point de fuite dans ce film, il n'y a jamais d'horizon visible. Nous sommes constamment enfermés dans cette ambiance claustrophobe par ces bâtiments lourds et imposants. À côté de ça, la photographie est magnifique. Le film joue beaucoup sur les ombres et la lumière. Il y a constamment des éléments au premier plan qui donnent une dimension de profondeur à l'image. Et enfin, un des éléments prégnants, le feu, contraste totalement avec cette esthétique de béton, cette esthétique très droite. Lorsqu'il y a des flammes à l'écran, on ressent un effet totalement hypnotique. D'un coup, on a cet élément presque organique, jaune, vivant, mouvant, qui arrive dans ces images qui jusque-là étaient statiques, froides, très cadrées, très lignées. On va dire qu'au fur et à mesure de l'enquête, nous quittons de plus en plus le domaine du rationnel pour partir dans des choses de l'ordre du mysticisme. De toute façon, Ashkal, c'est avant tout un film qui se déguste pour son ambiance et pour ses métaphores, moins que pour l'histoire. Parce qu'hélas, il y a énormément de pistes qui sont abordées par le film et nous restons à la fin sans réponse. Au-delà d'être une fin ouverte, c'est carrément une fin qui est cryptique et volontairement cryptique. C'est peut-être le point négatif que j'aurais à dire sur ce film. J'aurais aimé avoir plus de réponses, j'aurais aimé avoir plus de pistes qui se ferment. Qu'il y ait des fins ouvertes, personnellement je suis pour, qu'il y ait des choses qui soient laissées à l'interprétation des spectateurs aussi. Pour le coup, là, on est peut-être beaucoup trop dans le domaine du cryptique, ça aurait été bien que quelques pistes soient quand même refermées. Parce que des pistes et des propos abordés par le film, il y en a énormément. Nous parlons de corruption politique avec la corruption policière, nous parlons de sexisme dans la police, nous parlons des révolutions des modes de revendication et particulièrement des immolations politiques, nous parlons beaucoup de religion, du rapport à Dieu, du rapport au sacré de manière générale, nous parlons de pauvreté et de lutte des classes à partir de ces projets urbains censés être luxueux qui deviennent des squats à ciel ouvert, et enfin il y a la trame narrative en elle-même, à savoir qui ou quoi se trouve derrière ces corps calcinés retrouvés. Je vous invite très sincèrement, si vous avez été dans le flou à la fin du film, à aller lire le dossier de presse qui est très facilement trouvable sur internet parce que il y a énormément de métaphores, de sous-entendus qui nous sont expliqués. En effet, c'est un film tunisien et je pense qu'il y a beaucoup de culture générale que nous n'avons pas et de sous-entendus que nous n'avons pas non plus qui sont tout simplement des décalages culturels ou un manque de culture générale de ma part tout simplement, mais en tout cas, lire le dossier de presse a beaucoup quand même évacué de zones d'ombre pour moi. Ashkal, je vous recommande très fortement d'aller le voir en salle parce que c'est un film avec son ambiance hypnotique si particulière qui pourra, à mon avis, ne se déguster bien qu'en salle. C'est un film original, atypique, absolument magnifique sur le plan visuel, très riche d'informations, très riche de métaphores, qui a ce petit côté cryptique mais qui en même temps n'est pas déplaisant parce que le spectateur a beaucoup de place. Très sincèrement, c'est un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année et maintenant que j'ai lu le dossier de presse et que je vois la richesse de sens et de métaphores et de formes que je n'avais pas vu dans ce film, je le trouve d'autant plus intéressant et pertinent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur YouTube, je vous propose des formats longs, de vraies émissions, de vraies chroniques si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, en particulier Twitter et Insta, c'est là où je suis la plus active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ah oui, et faites pas attention, j'ai mes affiches qui n'arrêtent pas de se casser la gueule, donc j'ai des trous comme ça, pareil derrière moi. C'est la vie. Salut! Cette semaine, je vais vous parler de Earwig, réalisé par Lucille Hadjialilovic. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Paul Hilton, Roman Ermaleers et Romola Garai. Everything is well, son.
She sleeps soundly. Her appetite is good. And the teeth. All is as it should be. Dans un appartement vide et austère, vivent Albert et Mia. Albert prend soin de Mia. Il la fait manger, mais surtout il s'occupe de ses dents qui fondent chaque nuit. Ils vivent une existence simple et solitaire, coupée du monde, jusqu'à ce que le maître appelle Albert et lui dise que Mia est prête à sortir. Vous vous en rendez sans doute compte au vu du pitch, on n'est pas sur un film avec un scénario et une histoire qui soit, comment est-ce que je pourrais dire, très concrète. On est plus dans l'univers du conte, de la fable. Earwig flirte en permanence avec le cinéma expérimental, va nous proposer des images, des métaphores, plus que des réponses et des lignes claires et construites. La plus grande réussite de ce film est sur le plan visuel. C'est un film absolument grandiose, qui va chercher ses inspirations du côté de la peinture. La peinture romantique surtout semble avoir beaucoup inspiré la composition, notamment sur la présence dans les extérieurs d'énormément de nature et de ruines. On pense par exemple au tableau de Gaspard Friedrich énormément. Dans toute la partie qui se déroule à l'intérieur, on travaille plutôt sur des choses dans le clair-obscur, dans le ténébrisme, et évidemment on va lorgner du côté du Caravage. Aucun éclairage extra-diégétique n'a été utilisé. Chaque éclairage que l'on voit à l'image fait partie de l'histoire, donc ce sont des lampes, c'est l'éclairage naturel d'une fenêtre par exemple, ce qui renforce d'autant plus l'impression de contraste parce qu'il y a finalement peu de lumière, mais qui permet au personnage de se détacher par petites touches colorées, lui donnant cet aspect avec beaucoup de grains et quelque chose d'assez organique dans l'image, avec beaucoup de texture, qui est absolument magnifique. C'est bien simple, si j'avais eu la possibilité, j'aurais je pense fait un arrêt sur image sur chacune des scènes, surtout au début parce qu'il y a beaucoup de plans fixes, tellement c'est beau et bien composé. L'aspect visuel est de toute façon très important puisque comme je vous l'ai dit, c'est un film qui se dévoile avant tout par métaphore, par ambiance, par choses cachées, donc chaque élément que l'on va voir à l'image va avoir un sens particulier. Il y a des choses qui paraissent assez évidentes en termes de métaphore, par exemple les dents qui peuvent symboliser le passage à l'âge adulte, comme lorsqu'un enfant commence à perdre ses dents de lait, la présence de la fenêtre comme unique source de lumière par moment qui symbolise le monde extérieur, la fuite, l'échappatoire, mais aussi le danger, l'inconnu, la peur. Le film utilise aussi énormément d'éléments en verre, en glace, donc il y a tout un jeu sur la transparence qui pourrait à mon sens figurer tout ce qui est de l'ordre du mensonge, des secrets, des trahisons, mais là je ne fais que vous offrir des interprétations personnelles, et c'est un peu là à mon avis que le bas blesse, puisque à force d'avoir cette ambiance mystérieuse, eh bien il y a forcément des choses qui nous échappent un petit peu et par moments je dois dire on est assez largué. Surtout à partir de la fin du film, puisque au début on est vraiment centré que sur Albert et Mia, leur solitude, leur enfermement et ces mystérieux appels du maître au bout du fil, donc il y a quelque chose d'assez cohérent. Et puis vers la moitié du film, je dirais peut-être les 2/3, on est introduit à un nouveau personnage, une femme qui est blessée par Albert qui s'appelle Céleste, et je dois avouer que ça embrouille beaucoup le propos qui était déjà jusque-là pas très limpide. Il faut savoir que c'est un film qui est basé sur un livre et apparemment la réalisatrice a énormément choisi de passages qui ont été coupés. Et je me dis que ces passages qui sont présents dans le roman font peut-être sens et expliquent peut-être un peu plus les choses. Finalement à la fin du film je suis ressortie en me disant ok, j'ai capté des sous-entendus, j'ai capté une ambiance, mais je suis incapable de savoir quel était réellement le propos, l'histoire principale, le point de vue central de ce film. Et c'est dommage parce que sans tomber dans un côté surexplicatif et premier degré avec des métaphores et des sens qui soient plaqués, j'aurais quand même préféré que le film se concentre un peu plus, restreigne un petit peu plus la possibilité en fait qu'il ouvre. Et à force d'être cryptique, je pense que c'est un film qui a beaucoup perdu de spectateurs. Pour autant, si vous avez la possibilité de le voir, je vous recommande de regarder Earwig, c'est vraiment une curiosité cinématographique avec une ambiance très particulière et qui vaut quand même le détour parce que c'est un film intéressant, une proposition de cinéma originale et hors norme. Si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit une critique beaucoup plus longue et détaillée, notamment sur le côté explicatif et sur mon interprétation du film pour l'association L'écran, donc je vous mets ça en lien dans la barre d'infos. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, je vous y propose des formats plus longs, de vraies émissions. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Tar de Todd Field, avec dans les rôles principaux Cate Blanchett, Noémie Merlan et Nina Hoss. Je suis absolument désolée si jamais vous entendez beaucoup de bruit en fond, je pense que je tourne durant l'heure où les avions sont les plus actifs à Toulouse, donc c'est la catastrophe. J'ai encore reçu un message bizarre.
Il n'y a aucune raison qu'on se retrouve mêlés à cette affaire. Je m'inquiète. Elle se recroqueville sur elle-même. Tar nous conte l'histoire de la chef d'orchestre renommée du même nom, Lydia Tar. Elle est adulée par ses pairs, invitée à faire des conférences, bref, tout lui réussit, jusqu'au moment où son passé un peu trouble, notamment en termes de comportement avec des jeunes filles de son orchestre, commence à ressurgir. Je vous préviens d'avance, cette critique risque d'être assez salée parce que j'ai un peu de mal à m'expliquer comment en 2023, et surtout après le mouvement MeToo, on peut se permettre de sortir un film au message aussi puant. Parce que oui, personnellement, j'ai trouvé le message de ce film vraiment réac. En gros, Lydia Tar, la chef d'orchestre qui est lesbienne, va être accusée d'avoir harcelé et mené au suicide une de ses anciennes élèves dans son orchestre, et jusqu'aux 3/4 du film, je trouvais que le portrait qui nous était fait de Lydia Tar n'était pas du tout un portrait très reluisant. J'avais du mal à savoir si le film nous parlait au final d'une chef d'orchestre qui avait une vision du monde extrêmement réactionnaire et que le film nous montrait à quel point elle était dépassée dans ce monde, qu'elle était dépassée par ces nouvelles problématiques. Il y a notamment une scène de confrontation avec des étudiants dans un conservatoire qui me semble assez révélatrice parce qu'elle est confrontée à la vision d'un étudiant qui lui dit « Moi je n'ai pas envie de jouer des œuvres d'un tel compositeur parce qu'il était problématique à l'époque et j'ai envie de mettre en avant d'autres types de compositeurs et particulièrement des compositrices. » Et là-dessus, Lydia Tar sort un pamphlet extrêmement humiliant en disant qu'il faut grosso modo séparer l'homme de l'artiste. Et dans cette scène-là, j'avais l'impression que le film était plutôt à charge contre Lydia Tar en nous montrant qu'elle est véhémente, agressive. Et à côté, le film passe son temps à l'iconiser, à montrer à quel point c'est une personne intelligente, à montrer à quel point elle a réussi, à montrer à quel point elle est adulée par ses pairs. C'est à partir de là qu'il y a pour moi un point de bascule et qui fait que la fin du film est particulièrement puante puisque on nous montre les affres et les déboires avec énormément de pathos de cette pauvre femme qui, à cause de ces accusations, ne peut plus vivre dans son immense appartement bourgeois et à quel point elle n'arrive pas à se défendre et que tout le monde la laisse tomber. Et comble de l'humiliation, elle ne va plus pouvoir diriger d'orchestre prestigieux mais se retrouve à devoir diriger l'orchestre de Monster Hunter en jouant devant un public en cosplay. Vraiment la honte quoi. Pour moi, il y a un aspect très Rise and Fall dans ce film, mais sans avoir le côté moral du Rise and Fall que l'on a habituellement. Je trouve que jamais on ne nous pointe vraiment du doigt Lydia Tar comme étant vraiment coupable et comme ayant finalement entraîné elle-même sa chute. Je trouve qu'on ne nous pointe pas vraiment les conséquences de ses actes, mais qu'on nous pointe plutôt les conséquences des révélations de ses actes. Ce film est assez puant, puisqu'il est plutôt contre MeToo, contre les personnes qui témoignent dans le harcèlement, les agressions sexuelles, et de manière générale contre les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. En plus de ça, c'est vraiment un film qui s'ancre dans une pédanterie bourgeoise. Le début du film, ce n'est qu'un name drop constant de tous les gros compositeurs, les grandes compositrices, les chefs d'orchestre, etc. Surtout que le film ne se met absolument pas à la hauteur du public, il y a un côté extrêmement pédant et prétentieux. Pour avoir envie de s'infliger ça pendant plus de 2h30, faut avoir envie quoi. Et je peux pas m'empêcher de trouver dans le portrait de cette femme lesbienne qui a adopté les codes patriarcaux pour survivre, et d'y voir une pointe de lesbophobie, puisque encore une fois, c'est reproché aux femmes lesbiennes d'être finalement des hommes. Bon, je m'étale beaucoup sur les propos parce que pour moi c'est la chose centrale dans ce film. Il n'y a hélas pas beaucoup de mise en scène sur laquelle débattre. C'est un film très plan fixe, très champ contre champ, tout est gris, tout est morne, tout est fade. On a l'impression d'être en permanence au vu des environnements devant un catalogue de boutiques de luxe avec ce côté extrêmement froid, épuré, qui se veut chic mais qui est en même temps extrêmement réputant pour les personnes qui n'en ont pas les codes. Et en plus de ça, c'est très long, je vous l'ai dit, plus de 2h30, et sincèrement, pour moi, le propos ne méritait pas de s'étaler autant. Surtout que le film prend énormément son temps, développe beaucoup de choses, mais pour finalement apporter des pistes qu'il ne développe jamais. Il y a par exemple toute une partie un peu paranoïaque, presque de l'ordre du thriller, où Tar a l'impression qu'une personne vient chez elle la nuit, déplace des objets, des affaires, et là-dessus on n'a absolument aucune piste, aucune réponse. Il y a aussi toute la sous-intrigue avec la mère de sa voisine qui est malade en fauteuil roulant. C'est pareil, ça revient à plusieurs reprises, mais ça n'apporte pas spécialement de choses. Et il y a comme ça plusieurs petits bouts d'intrigue, plusieurs petits bouts de propos qui sont jetés en l'air par le film et qui ne sont jamais résolus, qui ne mènent à rien. Toutes ces scènes auraient pu servir à alléger le film justement de ce temps un peu lourd, pesant et de ce rythme vraiment
souvent ennuyant. Bon, évidemment, je suis obligée de parler du point positif du film, les acteurs et les actrices, et en particulier l'immense Cate Blanchett qui est exceptionnelle dans ce rôle qui ne doit pas être facile à jouer parce que Lydia Tarr est particulièrement antipathique. Beaucoup de personnes ont dit que c'était le rôle de la vie de Cate Blanchett, là-dessus je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, elle a beaucoup plus montré son brio et son talent en tant qu'actrice dans le film qui était là passé assez inaperçu, Manifesto, dans lequel elle incarnait 12 ou 13 personnages. Noémie Merlan n'est pas en reste, cette actrice, plus je la découvre, plus je l'aime. Je trouve qu'elle a été un petit peu oubliée dans le succès de La Jeune Fille en Feu, du Portrait de la Jeune Fille en Feu, pardon. Tout le monde a fait un plat de Adèle qui est absolument fantastique. Mais Noémie Merlan, pour moi, c'est aussi une actrice montante du cinéma français qu'il conviendrait de mettre un peu plus en avant, et pour moi, elle fait partie des gros points forts du film. Bon, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout convaincue par Tarr, que je trouve être assez réac, assez méprisant envers son public, que je trouve beaucoup trop long et beaucoup trop confus sur certaines pistes pour vraiment savoir ce qu'il voulait dire, qui en plus de ça se déroule dans un univers qui semble être volontairement hermétique en prenant son public de haut. Sincèrement, je vous conseillerais d'investir 2h30 de votre vie ailleurs. Voilà, ma critique de Tarr est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur YouTube, c'est là où je vous propose des formats plus longs. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, particulièrement Insta et Twitter, c'est là où je suis la plus active. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!